me dire ce qu'il y a sur le chat à la fin, parce que là, je ne l'ai pas. On fera tout ça. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session des rendez-vous IFTH. Alors, vous êtes très, très, très nombreux aujourd'hui. On a dépassé largement le cap des 100 inscrits, donc c'est un nouveau record et on est bien content de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème, c'est la mise à jour un petit peu du règlement REACH, hein, c'est de vous donner des informations par rapport à ça. Et pour ce faire, j'ai demandé en effet à Denis Couvret, qui est notre, je dirais, spécialiste en effet pour la réglementation REACH et pour le règlement REACH, de vous faire un petit topo. Donc, bonjour Denis. Bonjour. Activer ta caméra peut-être pour qu'on puisse voir te voir. Voilà, donc bonjour Denis, je te laisse prendre la main donc, et prendre la parole pour cette présentation. Ok. Donc, je vais parler des dernières évolutions qui concernent le textile habillement uniquement, hein, bien sûr. Donc, c'est pas, on ne va pas revenir sur les principes de REACH, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Hein, c'est juste une mise à jour. Hein. Voilà le sommaire. Donc, j'ai prévu de reparler un petit peu de l'entrée 72 des textiles au contact peau qui date de l'année dernière, mais il y a quelques petites précisions à donner éventuellement. L'actualité pour le textile aujourd'hui, ce sont les restrictions concernant les restrictions en cours, hein, concernant les substances perfluorées, les sensibilisants cutanés et puis les projets de restrictions à venir également. Ensuite, je parlerai des évolutions concernant le règlement lui-même, hein, dans le texte de loi lui-même, hein, et notamment des critères CLP qui sont utilisés pour caractériser la toxicité des substances. Je parlerai évidemment de la liste candidate, donc des dernières évolutions de la liste candidate, et notamment de la nouvelle procédure de déclaration des SVHC. Alors, donc, l'entrée 72, qui date de l'année dernière, hein, concerne les textiles au contact de la peau, contact prolongé. Hein. Il y a un guide explicatif qui a été publié, qui n'apporte pas forcément grand-chose, mais il faut comprendre que ça concerne surtout, évidemment, l'habillement, le chaussant, les accessoires, les sacs, la literie, évidemment, et l'ameublement pour les sièges. Donc, tout ce qui est au contact de la peau prolongé. Cette restriction, donc, elle a eu pour effet de faire passer notamment des substances de la liste candidate vers cette restriction. Donc, elles sont passées en restriction, ce qui veut dire qu'il y a une limite absolue. Et il y avait aussi d'autres substances qui étaient déjà réglementées ou dans les restrictions qui ont été, disons, modifiées. Enfin, ça a été un petit peu, les taux notamment ont été modifiés. Il y a des substances aussi qui étaient dans le cahier des charges de Cotex, par exemple, qui ont été ajoutées là-dedans, notamment le formaldéhyde, les solvants de filage, donc des choses qui étaient déjà connues, on va dire, dans le textile, notamment dans le standard 100 de Cotex, mais qui n'étaient pas encore pris en compte dans REACH. Alors, je voulais juste revenir sur cette entrée, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une annexe pour la liste des substances qui est évolutive, c'est-à-dire que ça peut encore changer, hein, même si c'est toujours la même restriction, la liste peut évoluer d'une année sur l'autre. Et notamment, on parlera tout à l'heure des sensibilisants cutanés qui pourraient très bien être ajoutés à cette liste de l'entrée 72, puisque les conditions de restriction seront à peu près les mêmes. Alors maintenant, les perfluorés, les substances perfluorées qu'on appelle les PFAS maintenant. Voilà, donc on attend une restriction pour cette année. Il y a déjà donc une restriction concernant les mousses à incendie, anti-incendie, qui date de l'année dernière. Et les C9, C14 donc, sont sur la sellette. Ils vont être inclus dans cette liste et il y a une consultation en cours pour en inclure encore d'autres éventuellement. Donc on attend de savoir si les C6 notamment seront concernés, hein, puisque pour l'instant il est prévu d'inclure les C9 à C14. Et on attend ça donc théoriquement pour juillet, enfin pour l'été prochain, pour une mise en application qui ne sera pas avant 2023 ou peut-être même 2024. Hein. Mais bon, donc il faut surveiller ça de près. Donc il y a eu un workshop pour information sur la substitution des substances à risque organisé par l'INERIS récemment, auquel vous avez peut-être participé, où on a parlé de ce projet de restriction.
Et il nous a été dit que les petites molécules, hein, jusqu'à C4, C5, ne sont pas utilisables dans le textile parce qu'elles sont trop volatiles. Voilà. Et donc, le choix est de plus en plus limité et ça tourne autour des C6, quoi, pour être clair. Donc, il faut s'attendre à ce que, à terme, tous les perfluorés soient au moins restreints. Voilà, donc ce qui a été dit aussi au cours de ce workshop, notamment par Archroma, c'est qu'on n'a toujours pas aujourd'hui de substituant vraiment satisfaisant. Hein, il y a un exemple de produit qui est cité ici, donc qui est hydrofuge, mais pas oléofuge. Donc pour les après anti-taches, on n'a toujours pas vraiment de solution, sachant que par le passé, on a essayé de les substituer avec des silicones et ça posait d'autres problèmes. Donc, c'est un exemple de substitution regrettable, comme ça a été dit. Voilà, donc c'est à surveiller. Donc, il n'y a pas d'urgence absolue, mais voilà, dans quelques années, il y aura certainement de moins en moins de choix. Alors, les sensibilisants cutanés, maintenant, donc ça, c'est aussi tout à fait d'actualité. Donc, il y a là aussi une restriction en cours de consultation. Donc, c'est à l'initiative de la France et de la Suède. Ça concerne les précurseurs d'allergie et les allergènes, en fait. Bon, il y a une subtilité entre les deux, là, qui est expliquée, notamment dans le document dont j'ai mis la référence en bas, là, qui date de 2013, mais qui est toujours d'actualité, qui est toujours pertinente, on va dire. Les précurseurs d'allergie, ça pourrait être des molécules qui déclenchent les allergies et non pas les allergènes eux-mêmes. Bon, bref, il y a une liste de plus de 1000 substances potentiellement qui vont être sélectionnées, bon, sachant qu'il y a déjà une liste qu'on appelle une master list qui est, que je vais vous donner juste après. Donc ça concerne tous les sensibilisants cutanés de catégorie 1, A, B, 1B, selon le règlement CLP. Voilà, donc cette restriction, elle s'appliquera à tout ce qui est textile et chaussant au contact de la peau. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, c'est le même type de restriction que les CMR, dont j'ai parlé juste avant, donc ça pourrait être inclus dans la même restriction. Alors, il est dit que les EPI sont exclus, en réalité, ils sont concernés, mais la liste est transférée dans la réglementation spécifique aux EPI. Voilà, donc voilà cette master list qui va être complétée, donc, puisque je vous dis, potentiellement, il y a 1000 substances qui ont été proposées, mais c'est comme pour les CMR, il va y avoir un élagage très important. On estime qu'il y en aura à peu près 30 au total pour le textile habillement qui seront listés. Hein, il y aura notamment des colorants dispersés allergènes qui sont déjà connus comme étant allergènes. Hein. Voilà. Sachant que dans l'étude dont j'ai parlé juste avant, là, il est dit qu'à peu près 2/3 des allergies dues au textile sont causées par les colorants dispersés, du polyester donc, et par le pH. Voilà, donc il faut savoir qu'après, il y a des métaux lourds, des métaux en général qui sont allergènes également, mais voilà, c'est les colorants dispersés qui sont les plus visés, on va dire, par ce projet de restriction. Voilà, donc j'ai déjà dit que c'était pour le contact peau prolongé, donc pour le chaussant, le deuxième main est exempté. La plupart seront totalement interdits, où il y aura des limites de détection, enfin des valeurs limites qui seront celles des appareils, en fait, les limites de détection des appareils. Il va y avoir des définitions qui vont être données, hein, notamment pour les termes de migration, exposition, etc., des méthodes analytiques. Voilà, donc tout ça va prendre du temps et ça sera donc sans doute mis en application pas avant 2023, comme je le disais juste avant. Voilà, donc il y a d'autres projets de restriction dans l'annexe 17, hein, notamment la diméthylformamide qui était déjà dans l'entrée 72 pour, enfin, ce qui concerne le textile, c'est plutôt en tant que solvant de filage, hein, on le trouve dans les élastanes ou dans la fluor acrylique notamment. Là, c'est une restriction qui concerne les formulations, donc
À ma connaissance, on ne l'utilise pas en tant qu'additif dans les formulations textiles. Donc ça ne change pas grand-chose pour le textile, on va dire. Le plomb dans le PVC, ça aussi c'est une restriction, un projet de restriction qui a été reporté déjà plusieurs fois. Donc ça peut être un peu plus embêtant parce que dans le plomb, enfin les oxydes les dérivés du plomb en général sont utilisés pour stabiliser le PVC au niveau thermique, avec d'autres métaux comme l'étain, le cadmium, sous forme de sel ou d'oxyde. Bon, en fait, voilà, c'est un problème pour l'induction PVC, mais les fournisseurs de plastisol ont des solutions techniques. On sait aujourd'hui qu'on peut substituer ces stabilisants-là par des dérivés du calcium, par exemple, et du zinc, et éviter donc le plomb. Donc, voilà, c'est des solutions techniques qui sont acceptables pour le textile, beaucoup moins pour le bâtiment, où il y a une tenue dans le temps qui est beaucoup plus longue, mais il y a des solutions, donc on ne devrait pas être gêné pour les plastisols PVC. Les microplastiques, donc ça c'est aussi bien d'actualité. Alors, il y a une restriction en cours là aussi, parce que là aussi il faut donner des définitions, des méthodes d'analyse, etc. Donc ce qu'on appelle des microplastiques, c'est des particules de polymère inférieures à 5 mm, qui a priori peuvent être éliminées par filtration tout simplement dans les effluents, mais de toute façon, pour l'instant, la restriction ne concerne que les microplastiques qui ont été ajoutés volontairement dans les produits, dans les articles. Donc ça concerne la cosmétique notamment, les détergents, etc., les peintures, mais pas trop le textile, à part peut-être les pelouses synthétiques, si on peut considérer que c'est du textile, puisque c'est fabriqué un peu comme les moquettes. Voilà, donc les microplastiques qui sont issus des textiles à l'usage, on va dire, vous voyez, au lavage, on peut relarguer des microplastiques à ce moment-là. Donc ça ne concerne pas directement l'industrie, mais plutôt le consommateur. Ça sera sans doute résolu par simplement l'obligation d'avoir un filtre sur les machines à laver, paraît-il. Donc pour l'instant, il est envisagé d'inclure les microplastiques qui sont relargués non volontairement, involontairement, mais pour l'instant, c'est juste envisagé. Donc ça viendra après, donc pas avant 2024 ou 2025 peut-être. Voilà, il y a d'autres projets de restriction sur les siloxanes, voilà, des choses, le cyanamide, les sels de cobalt, qui ne concernent a priori pas le textile, sauf exception. Alors, donc je passe à l'évolution des critères CLP. Donc jusqu'à présent, ce qu'on appelle les SVHC, les substances hautement préoccupantes, c'était tout ce qui était CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique, ou PBT, persistant, bioaccumulable et toxique. Donc il y a un critère de plus qui est ajouté, c'est le critère de mobilité. Donc ça, ça veut dire que les substances sont solubles dans l'eau et relarguent dans l'environnement, se diffusent très largement dans l'environnement et dans les organismes. Voilà, donc ça va forcément faire que d'autres substances vont être incluses donc, dans les listes de REACH. Donc il y a même d'autres critères qui sont dans les tuyaux, comme les sensibilisants respiratoires, les immunotoxiques, les neurotoxiques, etc. Donc au niveau de la définition de la toxicité, ça évolue effectivement beaucoup. Au niveau du texte de loi lui-même, il y a aussi des choses qui vont être modifiées, notamment pour la notion d'approche générale du risque, générique du risque, pour tous les marchés. Et également, on va tenir compte maintenant des interactions, enfin c'est ce qui est prévu, de tenir compte des interactions entre les substances. Alors ça, c'est un peu inquiétant, on va dire, parce qu'on sait qu'il y a des publications qui ont été faites, par exemple, sur les interactions entre les biocides et les perturbateurs endocriniens, avec des effets de synergie notamment. Donc ça risque de restreindre encore beaucoup plus l'usage de certaines substances, et notamment donc des autorisations qui seront de plus en plus
exceptionnelles, hein, puisque tout ça concerne d'abord l'annexe 14, hein, dont je n'ai pas prévu de parler en détail, hein, mais donc il y a donc des critères de plus qui sont pris en compte pour l'inclusion dans cette annexe 14, avec bon, quelques substances qui ont été ajoutées récemment. Excusez-moi, je suis arrivé. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez sortir de mon bureau, je suis en pleine vision. Voilà, excusez-moi. Donc la liste candidate, elle aussi également évolue. Là, vous avez, j'ai mis toutes les dernières évolutions, je ne vais pas les détailler. Ça concerne assez peu le textile, en fait, hein, sauf exception. Il y a des choses qui concernent les caoutchoucs, qui peuvent éventuellement concerner le textile. Ça, c'est la toute dernière mise à jour, donc, qui date de janvier dernier, là. Là aussi, il y a des choses qui concernent les caoutchoucs, les adhésifs et les encres. Ça pourrait éventuellement concerner le textile, notamment pour l'impression des étiquettes, par exemple. Voilà, et les tissus enduits éventuellement. Voilà, donc autre sujet, donc concernant la liste candidate, donc depuis le 5 janvier dernier, vous savez qu'il y a une obligation de notification dès qu'une substance de la liste candidate est présente à plus de 0,1%, même si elle est utilisée à moins de 1 tonne, puisqu'avant il y avait un critère un seuil de tonnage qui n'existe plus. Donc maintenant, il faut obligatoirement notifier les chats dès qu'on a une substance de la liste candidate dans les articles, à plus de 0,1%. Bon, ça, vous le savez sans doute déjà. Au Royaume-Uni, donc la dernière fois, on avait fait un workshop sur le Brexit, hein. Donc ça avait déjà été dit. Au Royaume-Uni, ils ont fait un copier-coller, hein, on va dire, de REACH. Donc ça s'appelle UK REACH. Et donc on a exactement les mêmes obligations. A priori, un article qui est conforme à REACH Europe est conforme à UK REACH. Simplement, il faut penser que si on commercialise des articles en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, on doit également notifier, si on a une substance de la liste candidate à plus de 0,1%, à un autre organisme qui est cité ici, le HSE, avec l'adresse web que vous avez là. Voilà. Mais sinon, ça ne change rien. Alors, il y a une application qui a été sortie par l'INERIS, hein, ce qui s'appelle Scan4Ken, qui permet donc plutôt à l'usage on va dire, du consommateur, qui permet donc, en scannant le QR code d'un article, de savoir s'il y a une substance de la liste candidate qui est présente, pourvu que l'industriel ait enregistré son article, évidemment. Donc, si ce n'est pas le cas, l'application permet aussi de faire une demande au fabricant. Donc, ça évite de faire une lettre, comme c'était le cas avant. Il fallait donc envoyer une lettre personnalisée au fabricant ou au distributeur pour savoir s'il y avait une substance de la liste candidate. Donc, avec cette application, alors qui est française, hein, on peut simplifier la démarche. Voilà. Pour l'instant, il y a 440 entreprises qui ont enregistré leurs articles via cette application. Voilà, je vous ai juste remis à la fin donc les liens vers les chats, notamment pour ce qui concerne le Brexit, le site de l'INERIS et puis le site Cotex pour le cahier des charges de Cotex 100 si ça vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé. Je peux répondre à quelques questions. Je ne sais pas, je n'ai pas accès au chat là. Donc, on va pouvoir en effet répondre aux questions. Je vais reprendre la main, je vais les lire et puis je vais en faire comme ça, tu vas pouvoir répondre. Hop là, attendez un instant. Donc une question de Teresa qui pose une question. Alors, en fait, il y a des questions sur les microplastiques. Un sur la taille, sur la définition. À partir de quand on définit la taille d'un microplastique? Ça, c'est le premier sujet. Et une question qui est quid des microplastiques issus des process, par exemple, non tissés. Est-ce que tu as des éléments à donner là-dessus? Là, au niveau de la définition, donc là, j'en ai parlé, hein, c'est des particules qui sont inférieures à 5 mm dans toutes leurs dimensions et qui sont a priori insolubles dans l'eau et peu biodégradables ou pas biodégradables. Voilà, c'est ça la définition pour l'instant, hein, qui est donnée. Alors effectivement, il y a des fibrilles, des choses comme ça qui peuvent être considérées comme des microplastiques.
Mais comme j'ai dit, pour l'instant, la restriction ne concerne que les microplastiques qui ont été intentionnellement ajoutés dans les articles. Donc, si c'est un anti-C, par exemple, là, je ne sais plus quel était l'exemple qu'on a donné, c'est pas intentionnel. Bon, donc, a priori, ça ne sera pas concerné, sauf dans un futur plus éloigné. Voilà. Donc, au niveau du test, je pense que ça sera un test, j'en sais rien pour l'instant, hein, mais il y a déjà des tests qui existent pour le relargage des particules, par exemple, dans le domaine du médical, hein, qu'on fait à l'IFTH. Hein. Il y a un test un test de relargage de microparticules pour les salles blanches. Hein. Donc, ça pourrait être un test dans ce genre-là qui sera utilisé pour caractériser ces microplastiques. Ouais, juste pour information, IFTH, on a développé un protocole de test pour mesurer justement les microplastiques et le relargage sur les étoffes. Donc, on a fait des protocoles qui ont été établis et qui permettent de mesurer ça. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les équipes commerciales si vous avez ce type de besoin. Donc, une autre question de Sophie pour l'étude des interactions. Est-ce que, hop là, ça bougeait, est-ce que des études in vitro sont préconisées sur les produits finaux? Alors, ça sera forcément, oui, ça va être des études, je ne sais pas, sur des micro-organismes peut-être, ou sur des cellules, j'en sais rien encore pour l'instant. Hein. Je sais je vous dis, il y a des études qui se font déjà sur les interactions entre les substances. Et ce que je voulais dire, c'est on ouvre une boîte de Pandore parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles, d'effets synergiques possibles, que ça risque de faire ajouter beaucoup de substances dans les listes REACH. Donc, ça sera sur les produits finaux, oui, forcément, oui, je suppose. Ok, donc une autre question qui concerne en effet donc tu as parlé en effet des interactions de biocides avec d'autres traitements. Est-ce que tu as plus d'éléments par rapport à ce que tu as évoqué? Est-ce que tu as plus d'informations? J'ai simplement dit que j'ai vu passer des publications il y a déjà longtemps Ouais. sur des études qui ont été faites dans ce sens-là, quoi, qui ont démontré notamment, je vous disais, qu'entre certains biocides et certains perturbateurs endocriniens, il y a des interactions qui font que le perturbateur endocrinien est beaucoup plus nocif que s'il était seul. Voilà. C'est ça qui a été démontré, notamment dans des publics scientifiques. Hein. Je ne les ai pas ici en tête. Hein. Si vraiment vous souhaitez que je les retrouve, je peux les envoyer à certaines personnes. Vous faites un mail. Hein. Mais bon, je sais que c'est potentiellement quelque chose qui va changer, qui peut changer beaucoup de choses dans les listes. Mais tout ça, c'est envisagé seulement. Hein. Pour l'instant, les critères ne sont pas encore pris en compte. Hein. Le critère d'interaction n'est pas encore pris en compte pour l'instant. Hein. C'est juste envisagé. Donc une question qui concerne l'étiquetage CLP. Quand est-ce qu'il va être mis en place pour les perturbateurs endocriniens? Alors, je ne sais pas. C'est quand ça va Pas être mis la en réponse. place. On n'aura pas forcément toutes les réponses à toutes vos questions. Non, c'est en cours, hein, donc c'est imminent, on va dire. Je pense que ça va être mis à l'occasion de la restriction sur les perturbateurs endocriniens, hein. Donc sur les sensibilisants cutanés, peut-être, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas la réponse sur l'échéance, mais c'est incessamment. Alors, une question qui dit comment être certain que les fibres reçues des fabricants sont exemptes des substances non autorisées? Ah ça, c'est une prestation qu'on propose à l'IFTH. Hein. On peut faire des analyses tout simplement. Donc, quand on fait une expertise sur la conformité REACH, parce qu'on ne peut jamais être sûr qu'on n'ait pas passé à côté de quelque chose, hein, mais quand on fait une expertise, on cible les substances qui sont susceptibles d'être présentes en fonction de la matière première, des traitements subis, des colorants utilisés, etc. Et à ce moment-là, on les recherche selon des méthodes qui sont préconisées, soit dans REACH, soit des méthodes internes, s'il n'y a pas de méthode REACH, s'il n'y a pas de normes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, on ne peut jamais être certain. Hein. Ça, c'est sûr que il y a l'exemple qui est bien connu du diméthylfumarate qui est ajouté dans les
les emballages ou dans les containers au transport. Donc ça, on peut ne pas le rechercher si on ne sait pas que la marchandise a été transportée par voie maritime notamment. C'est un exemple, mais voilà, donc on cible les substances les plus probablement présentes, enfin, qui sont susceptibles d'être présentes, et on les analyse tout simplement. Alors, Voilà. encore une question exhaustive de laboratoire pour quantifier toutes les SVHS afin de vérifier les 0,1%. Ah bah oui, on peut enfin toutes les SVHC, ça j'en sais rien. Enfin pour le textile en tout cas, nous on les recherche toutes, hein. Elles sont toutes déjà dans nos méthodes d'analyse, hein. On s'adapte à chaque fois qu'il y a une évolution de REACH pour Donc, trouver on une vous invite à envoyer des demandes à test@ifth.org. On vous répondra avec grand plaisir. Non, mais si la question c'est par rapport à certains labos qui proposent ça, effectivement, il y a un gros doute là-dessus, hein. Il y a des substances enfin, les méthodes d'analyse sont tellement variées que on ne peut pas tout analyser simplement avec un échantillon, quoi. C'est impossible. Il y a des méthodes où on est obligé de détruire l'échantillon, par exemple, pour tester les métaux lourds, par exemple, hein. Et donc, on ne peut pas tout faire, quoi. Je veux dire, si on n'est pas équipé à 100%, etc., et si on n'a pas suffisamment d'échantillonnage, on ne peut pas rechercher toutes les substances SVHC, non. Ok. Puis de fait, il y en a certaines qui ne sont pas dosables, hein. Il y a des colorants, par exemple, qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas analyser, qu'on ne sait pas caractériser. Donc c'est déclaratif dans ce cas-là, hein. Voilà. Ce sont quand même plutôt des exceptions. Alors, une question aujourd'hui. Comment identifier aujourd'hui un perturbateur endocrinien? Identifier, bah là aussi, ce que je vous disais, c'est que dans le projet de restriction, il y aura des tests qui seront peut-être proposés. Bon, l'effet perturbateur endocrinien, c'est un effet qui a l'effet d'une hormone, quoi, hein. Donc il y a des tests biologiques qui existent pour faire ça, hein. Donc après, bon, c'est pas nous, hein, ça c'est pas l'IFTH qui peut faire ça, mais on peut rechercher les substances. Si c'est caractériser l'effet, là c'est un laboratoire de biologie qui peut le faire. C'est déjà le cas pour les phtalates, hein. Les phtalates ont un effet reprotoxique, perturbateur endocrinien aussi, pour certains au moins, et on sait le caractériser, mais pas l'IFTH, hein. Il faut de la biologie. Est-ce que... Attends, pardon, on l'a déjà fait, celle-ci. Hop, ça bouge. Est-ce que certains textiles, vu leur structure de base, modifiée de manière conséquente... Attendez, je reprends parce que... Hop là. Est-ce que certains textiles ont vu leur structure de base modifiée de manière conséquente afin de rester conformes à REACH? Ah bah, oui, C'est d'une possible. certaine façon. Enfin, dans le passé, on utilisait des colorants qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui, hein, par exemple. Donc, si c'est ça le sens de la question, effectivement, comme je le disais, les phtalates, par exemple, les plastifiants, donc pour les PVC, on a des substituts possibles. Donc, oui, ça a obligé à modifier les formulations. Donc, les fournisseurs de produits formulés ont déjà tenu compte de tout ça. Et en général, on a des produits, enfin, des formulations qui sont sans phtalates, sans APEO, etc. Voilà. Donc, là, ça évolue effectivement, même au niveau des fournisseurs de produits chimiques qui recherchent des solutions. Bon, là, il y a des informations, en effet, avec des laboratoires qui sont en capacité de faire des essais, un laboratoire qui est capable de faire des interactions biocides avec les faciliteurs. Donc, on a les coordonnées, donc pas de problème. Pascal qui dit aussi que Hohenstein fait également des essais. Il y a en effet Hohenstein, on va en citer, hein. Hohenstein, Citev, ITEX, vous avez pas mal de laboratoires qui vont être capables de le faire. Et bien évidemment, votre centre technique, ne l'oubliez pas, l'IFTH, pour faire ce type d'essai. Bénédicte, très bien, merci. Teresa, quelles recommandations faites-vous aujourd'hui sur les résines anti-taches? Bonne question. Ah bah, des recommandations, j'en ai pas beaucoup, je vous dis. On a eu un exposé récemment là-dessus, nous disant qu'il n'y avait pas de solution donc, vraiment satisfaisante, hein. Donc aujourd'hui, on ne sait pas obtenir le même résultat qu'avec une résine fluorée, c'est clair. On ne sait pas faire la même chose avec un autre produit qui serait autorisé dans REACH. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas de solution moi non plus, hein. Je ne suis pas meilleur que les groupes chimiques qui travaillent là-dessus depuis des années déjà.
et qui cherchent des solutions. Donc, vous savez, il y a eu dans le temps l'effet Lotus, des choses comme ça. Bon, ça n'existe plus parce que ça pose d'autres problèmes. C'était des nanoparticules. Enfin, bon. Et aujourd'hui, de fait, on n'a pas vraiment de solution de rechange. Donc, on peut rendre hydrofuge, oléofuge, mais pas les deux en même temps, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Très bien, je crois qu'on a fini avec le tour des questions. N'hésitez pas à continuer. On va finir, du coup, on va continuer à dérouler. Donc, juste deux petits slides. Donc, Denis, soit tu me le passes. Donc là, sur les produits dispensés par IFTH, donc en effet, on va pouvoir vous accompagner. Le premier point sur la formation et toutes les informations. Donc les informations, c'est les rendez-vous IFTH, c'est aujourd'hui. Hein. Vous êtes en effet plus de 130 connectés, donc à venir prendre de l'information. Donc on est là pour vous servir et pour vous amener cette information. Vous avez aussi des formations qui sont dispensées par, je dirais, par l'IFTH, qui vont pouvoir vous former vos salariés, mettre à jour votre niveau de connaissance. Là, c'est de l'info, mais on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail dans un certain nombre de formations. Et puis, il y a un deuxième volet qui concerne tout ce qui est contrôle, qualité et traçabilité, avec deux produits qui sont à votre disposition aussi. Le premier, c'est tout simplement testé et approuvé par IFTH, je dirais qu'il y a un produit qui vous permet de garantir sur un produit la conformité d'un produit à la réglementation REACH, au règlement REACH. Et puis, dans un deuxième temps, bien évidemment, vous connaissez tous le standard Ocotex, qui est vraiment une solution aujourd'hui pour vous permettre, en effet, d'assurer à vos clients, aux consommateurs, une qualité produit et qui va s'adosser, en effet, à une traçabilité, puisque on va faire tout le contrôle de traçabilité dans le cadre de la certification Ocotex au niveau des différents fournisseurs et de toutes les étapes de process du produit. S'il n'y a pas d'autres questions, en fait, je vais tout simplement finaliser en vous expliquant, en vous donnant le sujet du thème prochain. Le mois prochain, on va vous parler de durabilité. Alors, durabilité, on en entend beaucoup parler. On parle de durabilité à l'usage, principalement. Donc, il y a des travaux du BNITH qui sont faits dans ce cadre-là. On en parle dans le cadre du PEF, dans tout ce qui est affichage environnemental. Et donc, on va vous présenter un projet qui s'appelle Durabi. Donc, dans un petit mois, le 3 mars, on est le 3 février, dans un mois précisément, on pourra vous parler de durabilité et on espère que vous serez tout aussi nombreux. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère avoir répondu à beaucoup de vos questions et à très vite. Alors, première vision la semaine prochaine pour ceux qui viennent sur le salon. N'hésitez pas, on a notre stand. Je crois qu'on a beaucoup de partenaires qui sont présents sur le salon. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On doit être au stand Hall 5. Hall 5, quelqu'un peut m'aider? 5D2, il me semble. 5D4, je crois même. Donc, oui, c'est au 5D4 ou 5D2. Voilà, donc n'hésitez pas. On sera présent et on pourra vous recevoir avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être aussi nombreux et à très, très vite. C'est bien le stand de 5D2. Voilà. 5D2, pardon. Merci, On est bien d'accord.